Qu'on aime ou pas Avatar, chaque sortie de film est un événement planétaire. Avatar 3, de feu et de cendres. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Avatar 3 raconte l'histoire de la famille Sully qui cette fois-ci va devoir faire face aux humains, mais aussi au peuple des cendres, des Na'vi extrêmement agressifs et territoriaux qui ne croient même pas en Eywa, la divinité de Pandora. J'ai eu la chance de voir Avatar 3 de feu et de cendres en avant-première le 1er décembre en Belgique, au Kinépolis de Bruxelles, en IMAX 3D 48 FPS. D'ailleurs, je précise, le film est à 40% en 48 images par seconde. Ça va varier de 24 images par seconde à 48. Donc merci juste à Disney Belgique pour l'invitation. J'ai pu voir l'œuvre dans les meilleures conditions possible, surtout que Disney France, il m'aime pas. Mais Disney Belgique, vous êtes les rois, donc merci beaucoup pour ça. Vous savez que je suis un énorme fan d'Avatar, j'ai ressorti une critique du deuxième film la semaine dernière, donc c'était pour moi un privilège de voir le film en avance, donc encore une fois un grand merci à eux, et j'ai pu travailler, réfléchir ma critique pendant des jours et des jours, parce que j'ai énormément de choses à dire sur le film, et il faut savoir que James Cameron, il sort donc demain Avatar 3, mais c'était un film qui était tourné en même temps qu'Avatar 2. Avatar 2 et 3, ils l'ont tourné de 2017 à 2018, donc pendant environ 18 mois. Évidemment, après, il y a eu des reshoots, des choses comme ça. Mais à la base, c'était qu'un seul film, un seul projet. Et ils ont décidé de le faire en 2 films différents pour espacer, laisser l'œuvre respirer un petit peu et la rendre meilleure, tout simplement. Et il faut aussi comprendre que c'est la fin de la trilogie. Il y a quelque chose qui se conclut ici. Ça vient avec des avantages, des inconvénients, et j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais sûrement faire une deuxième vidéo parce que je vais sûrement revoir le film 2 voire 3 fois au total, et je verrai en fonction de vos commentaires. Mais est-ce que le film est bon? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est SaborgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description et le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, peu importe, vous allez avoir accès à la VESTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège et Nouvelle Vague. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et même Elio. Sur Apple TV+, vous avez déjà le film F1. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount+, mais si vous avez Paramount via Canal, connectez-vous à Paramount avec votre compte Canal et vous avez déjà accès à Mission Impossible de Final Reckoning. Sur HBO Max, même chose que pour Paramount, connectez-vous à HBO directement, le temps que HBO continue d'exister évidemment, pour avoir accès à Superman, Weapons ou Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un peu l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire, et ça marche pour plein d'abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet ne sont plus disponibles, sauf si vous mettez votre carte d'identité, mais personne n'a envie de faire ça, donc utilisez un VPN pour continuer à vous James le Cameron en paix. En tant que cinéphile, vous regardez parfois des films d'une manière un peu étrange, donc si vous voulez rester en sécurité et dans l'anonymat le plus possible, utilisez un VPN. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, et tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait, sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à SaborgosVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Avant toute chose, j'aimerais calmer quelques ardeurs par rapport au film. Premièrement, c'est la suite direct au deuxième film. C'est pas comme le 1 et le 2 où il y a un laps de temps, il y a une ellipse, des choses comme ça. Là, c'est vraiment la suite directe, c'est les événements de l'histoire au lendemain. Donc si vous n'avez pas vu Avatar 2, le film va pas expliquer les enjeux. Il faut voir Avatar 2 pour comprendre Avatar 3. Et oui, le film aurait pu s'appeler Avatar 2 partie 2 parce que c'est la suite directe et on ressent vraiment que c'est la continuation des intrigues et que c'est un film de 7 heures, grosso modo, allez, on va dire 6h30, que Cameron a coupé en 2 pour en faire 2 projets. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera à la fois une qualité et un défaut de l'œuvre, on va en parler en détail évidemment, mais c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça a été vendu comme un nouveau film, mais pas du tout. C'est vraiment la voie de l'eau. Vous attendez pas à avoir quelque chose de nouveau. C'est la voie de l'eau 2. Et ça, c'est une précision importante. J'ai pas envie que vous ayez des attentes stratosphériques par rapport au projet qui va se renouveler, qui va être incroyable par rapport à la nouveauté, le peuple de feu, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la voie de l'eau 2. Et je précise parce que pour moi, c'est important. Le titre de Feu et de Cendres, il est plus symbolique et thématique plutôt qu'une exploration du peuple des cendres. J'en parle dans quelques secondes. Mais ça se rapproche donc plus d'un film de 6-7 heures coupé en 2 plus qu'autre chose. Et c'est ça
qui est important, c'est qu'il faut avoir la voix de l'eau en tête pour aller voir ce film. Et pour l'histoire du projet, c'est qu'en gros, après le deuxième film, vous savez ce qui se passe à la fin, mais un problème s'impose. Spider ne peut pas rester vivre avec eux éternellement. Il est avec les Medcaïna, comme la famille des Sully, mais c'est trop dangereux pour lui parce qu'au fait, il ne peut pas dépendre de l'oxygène pour des raisons logistiques, tout simplement. Donc il décide de l'accompagner, vivre avec les humains via les marchands déserts, que je vais vous montrer après, sauf que c'est là que le peuple des cendres va attaquer et va causer problème et aux marchands déserts et justement la famille de Sully. C'est vraiment le tout début du film. Et c'est la grande réussite de l'œuvre d'après moi, c'est Varang, l'antagoniste secondaire de l'œuvre. Alors attention, parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir des attentes à cause du marketing et tout, mais Varang n'est pas l'antagoniste principal. Ça reste bel et bien Quaritch qui est l'antagoniste principal de l'œuvre. Alors, Varang est génial, j'en parlerai surtout en spoiler, je vais pas dire grand chose sur les personnages, t'en veux le plus possible de Varang, ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir dans Avatar de manière générale, c'est une sorte de Joker, vraiment, vous savez cette phrase du personnage de Michael Caine dans Batman, il y a des gens qui veulent juste voir le monde brûler. Bah Varang c'est vraiment ça, littéralement, parce qu'elle est obsédée par le feu, et j'aimerais juste préciser que du coup, c'est pas du tout une exploration du peuple du feu. Le peuple du feu, il n'y a pas d'écosystème, il n'y a rien. Littéralement, ça a été cramé et puis basta. Il y a une scène chez le peuple du feu. Vraiment, ce que vous avez vu dans la bande-annonce, c'est tout ce que vous avez par rapport au peuple du feu. Et je fais cette précision importante dans la partie non-spoiler parce que je veux pas que vous alliez voir le film en vous disant « Oh, ça va être le deuxième, c'est la voix de l'eau, le troisième, c'est le feu ». En fait, on rentre pas du tout dans la culture du peuple du feu. C'est vraiment des antagonistes. Alors, ça veut pas dire que c'est un point négatif ou un point positif, hein. Je vous dis juste... N'ayez pas d'attente par rapport au peuple du feu. C'est pas le but de l'œuvre, c'est pas de les découvrir, de les comprendre. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça évidemment, mais c'est pas genre, vous savez, comme Avatar, le dernier maître de l'air, en mode on a eu la forêt, la terre, puis on a eu l'eau, puis on a le feu. Non, le feu, c'est pas du tout ça. Il y a évidemment l'antagoniste, et il y a plein de choses par rapport à Varang et Quaritch, évidemment, mais c'est pas une nouvelle culture que vous découvrez ici en réalité. Ça reste des méchants. Et on passe beaucoup de temps avec eux, mais surtout du point de vue de Quaritch. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que la relation entre les deux, moi je la trouve formidable. Je maintiens que Quaritch est le meilleur personnage de la saga Avatar, et ça va aller très très loin, sans trop en révéler encore une fois. Et pour ceux qui ont peur de la répétition par rapport à ce qui se passe, ne vous inquiétez pas, c'est pas de nouveau une plongée dans un nouvel écosystème, un nouveau biome. Et Quaritch, lui, il se confirme comme un personnage qui est vraiment fascinant, que je peux pas vraiment évoquer ici, mais en termes de spoiler, j'ai tellement de choses à dire, que ce soit entre son évolution de personnage, que ce soit par rapport à l'acting de Steven Lang qui dégage un charisme, même avec la performance capture, on est vraiment servi. Et c'est à la fois la force et la faiblesse du film d'après moi. C'est-à-dire qu'il va énormément se répéter par rapport à plein de choses, la pêche, Toruk Makto, l'émerveillement de l'eau, et ça c'est les choses uniquement qu'on voit dans la bande-annonce. Il y a plein de choses qui se répètent, qui sont pas dans la bande-annonce, encore une fois j'en parlerai en spoiler, mais de l'autre côté, et c'est ça un peu le problème d'Avatar 3 d'après moi, c'est qu'il est super brillant sur le côté imprévisible de l'œuvre. Tout le monde peut mourir. C'est stressant, il y a une vraie tension par rapport au personnage, aux dynamiques familiales, tu sais jamais où le film t'emmène et j'adore ça par rapport au projet. Donc à la fois vous allez être surpris par ce qui se passe et en même temps agacé parce que ça fait un petit peu best-of du premier et du deuxième film et c'est vraiment la culmination de tous les arcs narratifs des deux premiers films, donc c'est difficile à critiquer d'un point de vue personnage parce qu'en fait ils avancent. Mais la manière dont ils avancent, même si tu ressens que c'est planifié depuis le début par Cameron, enfin au moins depuis le deuxième projet forcément, il y a une frustration parce que, je dirais pas que ça fait une nostalgie fanservice, parce que je sais pas s'il y a énormément de fans, mis à part moi, hein, d'Avatar en réalité, mais ça fait vraiment redite de beaucoup de choses qu'on a vues, juste d'un point de vue stylistique. Il y a des choses, comme la pêche du Tulkun, il y a une scène de pêche du Tulkun dans ce film-là. Pourquoi ? Parce qu'au fait, pour Cameron, c'est le même film. Ça dure 6h30, du coup il a remis une séquence de pêche. Et c'est particulier parce que pour nous en tant que spectateurs, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de film Avatar, et on se retape une scène de pêche. Il y a une scène, c'est montré dans la bande-annonce, avec Toruk Makto. Tu dis, bon, ça c'est la même scène que dans le premier film. Il y a un peu de ça. Et c'est un peu décevant, j'évoquerai surtout ça en spoiler encore une fois. Donc ça crée une frustration où à la fois tu dis, le mec, Cameron, il a plein d'idées, il y a plein de nouvelles choses, tu flippes pour les personnages, il y a des enjeux forts, et il y a l'émotion, des choses comme ça. Et en même temps, il utilise exactement les mêmes choses qu'il a utilisées précédemment. Et ça crée forcément, je pense que le terme il est là, une frustration. C'est les mêmes décors, même s'il y en a des nouveaux. C'est les mêmes personnages, même s'il y en a des nouveaux. L'exemple parfait, c'est les scientifiques. Vous savez, dans le 2, il y a une scène avec les scientifiques, tu dis, c'est bizarre, les scientifiques ils vont pas être là pendant une scène. En fait, parce que Cameron, il a fait les deux films en même temps. Du coup, les scientifiques, ils sont bien plus présents
dans ce film-là que dans le deuxième. Et tu vois que c'est la même scène, quoi. C'est les mêmes décors, les mêmes endroits. Ils ont filmé la même scène au même moment, mais au montage, il en a fait 2 films différents. Et ça se ressent énormément. Et ça va déranger certaines personnes. Mais ça va bien plus loin en termes de thématique. Et je trouve que le film est fascinant tout de même. Par exemple, évidemment, c'est un film qui va parler de la famille. Sauf qu'on est du point de vue de Loak. Loak est d'ailleurs le narrateur de l'œuvre. Vous savez, dans le premier, deuxième, c'est Jake qui fait la narration. Là, c'est Loak. Du coup, tu sens qu'il y a un truc où il a changé un peu l'ambition du projet. Et il veut se concentrer bien plus sur les enfants. Et c'est un petit peu vrai, mais pas totalement. Mais on est dans une famille où les tensions sont au maximum entre tous les personnages suite aux événements dramatiques du deuxième film et ce qui se passe au début de ce film-là, je vais pas spoiler encore une fois. C'est pour ça que je vais vraiment rien vous donner comme indication, parce que vu qu'il y a beaucoup de surprises, je trouve, et beaucoup de stress par rapport à plein de choses, parce que si vous avez vu le deuxième film, vous savez que Neteyam est mort, c'est la fin du deuxième film. Donc quand tu commences ce film-là, tu dis, en fait, littéralement, tout le monde peut mourir. Donc j'ai trouvé les arcs narratifs touchants, que ce soit par rapport aux personnages, par rapport aux thématiques abordées, et il y a des révélations en même temps que des moments de douceur et de stress. Sans même parler de la fascination, encore une fois, fascination morbide et sensuelle par rapport au personnage de Varang, qui vole le show à chaque scène évidemment, et on en veut plus. Encore une fois, mais c'est surtout grâce à l'acting. C'est Oona Chaplin, que vous connaissez sûrement de Game of Thrones par exemple, qui joue ce personnage, mais à la perfection. Pour moi, il dégage un truc qui est génial, et en termes de performance capture, c'est le maximum, quoi. En termes de technologie, comment on peut retranscrire l'acting des gens dans des personnages d'animation, c'est du jamais vu. Là, on voit des humains presque, entre guillemets. C'est parfait, quoi. Il n'y a plus du tout cette Uncanny Valley, c'est exceptionnel. Alors, vous allez me dire, l'Uncanny Valley, ça n'existe pas parce que c'est des navis, mais en fait, on voit l'humanité en eux, quoi. On voit les yeux, on voit le regard, on sent que c'est des vrais acteurs, quoi. Et à aucun moment, durant le film, tu te dis qu'en fait, tout est en animation. Alors que tout est en animation. Allez, à 99%, c'est de l'animation. Tout est faux, quoi, mais tu le ressens jamais parce qu'on dirait vraiment que les navires existent, on dirait vraiment que ces décors-là existent, mais non, en fait, tout est fake, quoi. Et ça, c'est un niveau qui est tellement fort parce que ça permet la narration, l'histoire et l'acting. Et évidemment, tous les personnages ont une alchimie folle, je trouve que ça fonctionne constamment et il y a plein de retournements dramatiques par rapport à ça et t'y crois. Et en plus de ça, c'est pas manichéen, t'as des personnages que t'aimes d'habitude qui là vont faire des choix qui vont te créer des sensations et des ressentiments par rapport à eux qui peuvent être un peu négatifs, mais en même temps, tu les comprends. Que ce soit les protagonistes et les antagonistes, tu les comprends. Et ça, je trouve que c'est fort de la part de Cameron, parce que c'est satisfaisant dans l'évolution, dans les choix qu'ils font, dans la conclusion des arcs narratifs, et ça laisse la porte ouverte pour la nouvelle saga que veut faire James Cameron, donc le 4e et 5e, parce qu'encore une fois, là, c'est la fin d'une histoire. Ensuite, il y aura une ellipse de plusieurs années, et la nouvelle saga Avatar va commencer. Ils vont tourner le 4e et le 5e au même temps, mais ça dépend si le film marche ou pas, quoi. Parce qu'ils n'ont pas encore totalement fini le 4e, alors le scénario est prêt, ils ont tourné quelques scènes du 4e, mais ils attendent, je pense qu'avec Disney et tout, de voir si celui-ci fonctionne, surtout qu'en termes de box-office, aujourd'hui, vous savez, le marché du cinéma, il est un peu contracté, il a un peu du mal, est-ce qu'il va faire 2 milliards? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y aura narrativement un temps entre le 3e et le 4e, et ça sera une nouvelle saga. C'est pour ça que c'est à la fois frustrant, parce que tu sens bien que c'est une trilogie qui a été faite en tant que trilogie, et il s'arrête là avec certaines histoires, mais en même temps, il laisse la porte ouverte pour raconter pas mal de choses par la suite. Donc ça crée un sentiment bizarre, je trouve, chez le spectateur. On peut critiquer des choses. Moi, je trouve que l'acting de Jack Champion, qui joue donc Spider, oui, il est critiquable. Je trouve pas très très bon de manière générale. Il joue un peu là-dedans insupportable. Et pourtant, c'est le personnage le plus important du film, entre guillemets. Allez, l'un des plus importants de loin. Tout le film se focalise sur Spider. J'en parlerai surtout en spoiler. Il y a les Tulkun et Payakan, de manière générale, qui ont une place énorme aussi dans le projet, bien plus que ce que je pensais. Pour ça, je vous dis aussi que c'est la voix de l'eau, partie 2, quoi. Donc beaucoup de ce que représentent les idées du film seront transmises par donc ces Tulkun. La gestion du scénario, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle fait vraiment stresser pour des choses qui te semblent un peu anodines. Vu que les ennemis peuvent être tués, ça veut dire que ça sera facile pour les protagonistes de s'en sortir en général. Mais le truc, c'est qu'avec Avatar, on sait aussi que les protagonistes peuvent être tués. Donc il y a un vrai stress qui se dégage, et je pense que voir ce film une première fois, ça va nous faire stresser tout le long, et je vais toujours me rappeler de mon premier visionnage, mais le revoir une deuxième fois, je pense que ça peut être hyper intéressant, voir comment il a tout prévu depuis le début, parce que du coup, t'as pas la même idée de ce qui se passe au deuxième visionnage quand tu sais déjà comment tout va se finir. Et je pense que ça va être fascinant, j'irai revoir le film de façon cette semaine, 1 ou 2 fois supplémentaires évidemment, mais je trouve qu'il a vraiment bien géré ça, et ça donne envie de retourner sur Pandora une deuxième, voire troisième fois. Après, il y a un truc qui fait que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté désamorçage. Parfois, il y a des personnages qui vont faire des trucs et ils seront dans une scène
où tu dis en tant que spectateur, ah, il va se passer ça. Et Cameron va le faire directement. En fait, Cameron, il sait très bien ce que dit le spectateur et il va vite désamorcer ça pour créer un truc assez intéressant par rapport à ça. J'en parlerai sur ton spoiler encore une fois. Et oui, il y a, je trouve, une facilité scénaristique un peu pénible dans l'œuvre qui va déranger pas mal de personnes. J'en parlerai aussi en spoiler, mais voilà, ça reste le scénario de Cameron, ça reste au même niveau scénaristique qu'Avatar 1 et 2. Donc si vous aimez pas Avatar 1 et 2, bah vous allez clairement pas aimer le troisième, quoi. Pour moi, c'est une évidence. C'est vraiment la suite de tous les points de vue. Thématiquement, ça reste un film sur la famille, mais qui va aller beaucoup plus loin dans les thématiques du chagrin, de la culpabilité, du deuil et comment tu vis en tant que famille. Vous savez, le deuxième film, c'était plus sur la diaspora, par exemple. Là, ce troisième film, c'est plus comment la famille va exister et va rester soudée après un événement tragique, c'est-à-dire la mort de Neteyam dans le deuxième. C'est une confrontation à la fois des valeurs traditionnelles avec le présent et l'avenir. Il y a une forme d'addiction au passé qui est hyper intéressante. Il y a un sous-texte sur la violence. Est-ce qu'il faut se défendre par rapport à des gens violents? Est-ce qu'il faut se laisser faire? Est-ce qu'il faut être pacifiste? Il y a des choses intéressantes par rapport à la colonisation de ce point de vue-là. Il y a pas mal de choses, encore une fois, sur l'aspect écologique, évidemment, mais ça, c'est rien de nouveau, hein. Il a toujours fait ça, Cameron, avec Avatar. Et la religion n'a jamais eu autant de place que maintenant, parce qu'en fait, Varang est une blasphématrice. Varang ne croit pas en Eywa. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est cicatrisé le visage, parce que vous savez, la bioluminescence des Na'vi, c'est Eywa qui parle dans le corps des Na'vi, grosso modo, ou via le corps des Na'vi. Donc le fait de mettre des cicatrices sur la bioluminescence veut dire que tu rejettes Eywa. Donc il y a tout un dialogue sur la religion, la spiritualité et l'hypocrisie de la situation que j'ai beaucoup aimé. Il y a évidemment encore cette question de lutte pour l'identité de chacun. Tous les personnages de cette œuvre se recherchent. Ils ne savent plus qui ils sont. Et c'est pour ça que j'adore cette œuvre, c'est que ça va vraiment au bout des choses, d'un point de vue narratif, d'un point de vue scénaristique. Vraiment, tout se conclut de manière satisfaisante en rajoutant de nouvelles choses. Et c'est ça qui est pour moi vraiment bien. En plus de ça, ça critiquait encore une fois l'interventionnisme, le colonialisme, l'impérialisme de manière générale des peuples. Et il y aura étonnamment beaucoup de confrontations féminines entre des matriarches. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Encore une fois, j'essaie de rester le plus vague possible. Mais on regarde aussi Avatar pour le grand spectacle. En termes de mise en scène, en fait, il est très très fort, hein. Comme d'habitude, James Cameron, pour moi, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de blockbusters américains de l'histoire du cinéma. Et il va reprendre les mêmes techniques de mise en scène que pour Avatar 2 que j'ai critiqué récemment, les mêmes codes. En gros, il va prendre son temps pour montrer les choses. Par exemple, Les Marchands du Ciel, porté par David Toulis, qui est donc Lupin dans Harry Potter. Vous allez sûrement reconnaître sa voix. Ils sont montrés d'un point de vue très lent. C'est-à-dire qu'on dirait un vrai navire. On les voit tirer sur les cordes, préparer le départ. On voit le volant, la toile qui se tend, l'équipage qui travaille ensemble, le navire à différents niveaux. Et ça donne cette impression d'aventure et de voyage. On se croirait dans un film type Master and Commander que moi j'adore beaucoup, pour le coup. Il y a une plateforme palpable. Quand Jake marche sur ce truc-là, on sent le poids de Jake. Et ça, c'est très très fort aussi, je trouve. Donc j'aime beaucoup la manière dont il joue sur les bruits, sur les sensations. En fait, t'es dans Pandora et à aucun moment tu n'y crois pas. C'est ça qui est très très fort, alors que tout est faux, encore une fois. Donc c'est ça qui est vraiment brillant, c'est d'avoir réussi à faire un truc en live action, photoréaliste, aussi bien. Donc tu peux rebondir sur les choses comme Jake ici, tu peux toucher, c'est palpable, c'est formidable. Il y a un système qui est montré du point de vue des Marchands du Ciel, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est dans la bande-annonce, qui est utile par rapport à ce qui se passe dans le film, face aux marchands du ciel, et c'est important de comprendre le fonctionnement à la fois pour l'immersion dans le monde, la mise en scène, les spectateurs, mais en même temps pour le scénario, car ça donne des scènes extrêmement satisfaisantes par la suite. Et Cameron, en fait, il a une caméra physique. Il veut donner l'impression qu'il y a un caméraman qui est là, ou alors une GoPro, comme des plans que vous voyez ici, par exemple. Peu importe le plan, il faut donner ce côté immersif au spectateur de se dire, ok, là, il y a un mec qui filme, alors que c'est ou des caméras virtuelles ou c'est des gens dans un entrepôt. Et ça, c'est important. En termes de particules, d'éléments à l'écran, de créatures, de personnages, d'effets, c'est du jamais vu. Mais quand je vous dis c'est du jamais vu, en termes de films d'animation ou d'effets spéciaux, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pas envie de vous expliquer pourquoi ou comment, mais je pense que les PC de Weta Digital, je crois, du coup, ont dû chauffer pendant des mois. Parce qu'en termes de générosité, c'est du jamais vu. Honnêtement, hein, c'est un truc de fou. Il y a des scènes, je me suis dit, c'est pas possible. Comment ils ont fait ça, quoi. Tellement c'est impressionnant d'un point de vue narratif, de mise en scène et d'un point de vue technologique. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que oui, il y aura un grand spectacle massif. Ça fait vraiment le film le plus épique de la trilogie, mais de loin, pour le coup. Et en même temps, en fait, les meilleures scènes, c'est les scènes les plus simples, où il y a juste un dialogue entre deux personnages qui discutent, une émotion, un sentiment. Et c'est pour ça que la technologie, elle est toujours au profit de la narration.
Les scènes les plus simples seront les meilleures. Et il se permet des scènes, mais complètement différentes de sa carrière. Hein. Il a jamais fait des trucs aussi chamaniques, psychédéliques, pour pas rentrer dans les détails. Et en termes d'action, bah, c'est quasiment non-stop. Hein. Disons les choses, c'est 3 climax dans le film. Je veux dire, il y a des scènes d'action, tu te dis c'est la fin du film. Et ensuite, il reste 1 heure. C'est hallucinant. Moi, j'ai regardé ma montre à un moment, j'ai halluciné qu'il restait 1h10, parce que pour moi, c'était le climax, c'était le truc le plus grandiose que j'ai vu de la saga, et ensuite, il te fait un truc encore plus fou, tu dis, en fait, c'est pas possible, le mec est complètement taré, parce que le climax du 2 était un peu restreint, voilà, c'était un peu plus personnel, c'était, voilà, des gens dans un navire et tout. Le climax du 3, vous allez voir, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est gigantesque ce qu'il a réussi à faire, il y a des scènes d'action comme ça, mais en fait, tout le monde tuerait pour avoir juste un tiers de ce qu'il montre à l'écran, quoi. Pour moi, c'est du jamais vu, c'est d'une générosité inégalable. En tout cas, dans ce genre de projet, à beaucoup d'effets spéciaux, entre live action et l'animation. Pour moi, c'est un truc de fou, quoi. Cameron, il reste le roi dans le grand spectacle et c'est fabuleux. C'est une expérience en salle unique force. C'est pour ça que je pense que l'IMAX ou même le Dolby Vision, pour le coup, je vais le tester en Dolby Vision d'ailleurs cette semaine, j'irai à Paris pour tester. Je pense que ça doit être intéressant. Mais en même temps, en termes de symbolisme, il en fait énormément. Cameron, il adore le symbolisme dans tous ses films. Il n'est pas très subtil, je l'accorde, hein, je dis bien. Mais là, il y a un truc en termes de mise en scène par rapport au système nerveux lié à la religion, lié au fait d'être un Navi, un avatar, un humain. Il y a beaucoup de POV aussi, parce que tout est connecté entre la science, la nature, mais aussi, bah, du coup, le côté humain. Il y a beaucoup plus de POV que les précédents films. Déjà qu'il y en avait un petit peu dans le deuxième par rapport au Tulkun et tout. Là, il y a beaucoup plus de POV et c'est intéressant parce que le point de vue des personnages, d'un point de vue familial ou même politique, est hyper intéressant parce que c'est une question aussi territoriale, c'est une question politique et c'est une question de point de vue. Donc prendre le point de vue des personnages, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il va utiliser des focales différentes, des lens flares, un objectif sale et des choses comme ça. En fait, il part du principe qu'il a une vraie caméra, qu'il est sur Pandora et il crée un truc réaliste par rapport à ça. Alors qu'en réalité, bah, changer une focale, pourquoi? Je veux dire, c'est une caméra virtuelle, mais il le fait quand même parce que pour lui, c'est important et il a raison. C'est pour ça qu'en fait, on ressent l'univers et on est dedans. Il pratique aussi un truc qu'on appelle dans le milieu du cinéma énormément l'aura farming. L'aura farming de tous les personnages, là, c'est un délire, il va se faire plaisir. Et c'est ça qui est au fait un peu bizarre avec Cameron et ce film-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux endroits, mais il y en a un petit peu. On est d'accord. Paradoxalement, le meilleur endroit et la meilleure zone, on va dire, de ce film-là est de loin la zone la plus étrange et différente du Pandora qu'on a l'habitude de voir. Et en même temps, c'est la meilleure scène. J'ai pris ma claque. Alors oui, il y a un problème de géographie, je trouve. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de personnages qui se téléportent assez vite. Vous savez, pour passer de la forêt au Metkayina dans le deuxième, il y avait grosso modo une journée de voyage. Il y avait une sorte de scène de nuit et on comprenait que ça prenait au moins un jour pour aller d'un endroit à un autre. Là, il se téléporte un peu beaucoup, je trouve, et c'est un petit peu dommage parce que ça enlève ce stress et cette urgence qui existe d'ailleurs dans ce projet-là. Mais je pense qu'en termes d'effets spéciaux, c'est le film le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Enfin, c'est évident, à chaque fois qu'il y a un avatar qui sort, c'est toujours le film le plus impressionnant technologiquement. La photographie, il y a un travail qui est fou sur absolument tout. C'est varié en termes d'éclairage, c'est le plus beau des trois d'après moi. Les couleurs, les reliefs, les ombres, les particules, la composition des cadres qui en dit beaucoup sur les personnages, sur l'histoire, sur ce qui se passe. Le montage un peu trop frénétique peut-être. Parfois, ils vont un peu vite sur certaines scènes et tu sens qu'il manque... Allez, 20 minutes. Tu sens qu'il manque 30 minutes au film. Et je pense vraiment que c'est un choix que Cameron il a fait en se disant écoutez, Disney, on va sortir un film de 3h17. Déjà en salle, c'est le plus long de la saga. Mais tu vois que Cameron, là, il voulait faire son film de 4 heures. Tu vois que là, il lui manque 25 minutes, 30 minutes, parce qu'il y a des scènes, elles sentent le truc un peu coupé au montage où tu te dis putain, en fait, la scène, elle s'arrête trop tôt. Et voilà, il y a un truc où il voulait se faire encore plus kiffer. Et moi, je ne serais pas du tout surpris. Alors, il l'a jamais fait pour l'instant, Cameron, en tout cas sur Avatar. Je serais pas surpris si la sortie Blu-ray, il y a une version Director's Cut. Le film est très solide en termes de narration et tout, le film est complet, mais il y a des scènes où tu dis « Ah, il manque ce petit truc », tu sens qu'il voulait peut-être aller un peu plus loin, tu sens qu'il s'est restreint pour sortir un film en salle de 3 heures et pas de 3h40. Donc c'est à la fois un film qui est paradoxal parce qu'il se répète beaucoup sur certaines choses, et en même temps, il manque une version longue peut-être. Alors encore une fois, le film est très bien comme ça. Je pense que cette version est satisfaisante, mais ça m'étonnerait pas qu'une version Director's Cut où plein de scènes coupées sortent par la suite, parce qu'on est face à un film où tu as l'impression qu'il y a 3 films en un. Et ça, c'est assez étonnant. Il y a 3 zones, intrigues, mais tellement différentes et pas forcément nouvelles, mais narrativement, on dirait qu'il veut faire un climax toutes les heures. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez rare. Donc le rythme va brusquer des gens, je pense. On sent les 3h17, je vais pas vous mentir, c'est une grande épopée épique. On le sent passer, mais c'est le rythme qui est particulier. Après, je suis un peu déçu musicalement, c'est-à-dire que je suis assez déçu parce qu'il n'y a rien de nouveau musicalement, je trouve.
il souffre encore une fois d'être le partie 2 du deuxième film, donc ils reprennent les mêmes thèmes que dans le premier et le deuxième, la même musique en boucle, vous savez, le thème tragique de la mort de l'arbre esprit ou de la chasse du Tulkun du deuxième revient énormément ici. Bon, voilà, Miley Cyrus, je sais qu'il y a des gens qui vont gueuler par rapport à ça, on s'en fiche, c'est en générique, Cameron il s'en fiche aussi, c'est pas si important que ça, mais juste qu'en termes de musique, James Horner est mort il y a longtemps malheureusement, mais il avait créé un truc avec Avatar, et là malheureusement je trouve qu'en termes de musique, il y a des chansons qui sont cool, et je pense que si j'écoute l'album, je vais être très content, mais on ressent pas des nouvelles choses. Alors oui, la musique des précédents films fonctionne très très bien, même s'ils surutilisent certains thèmes, mais malheureusement, musicalement, c'est un petit peu une déception. Pour conclure, je dois vous admettre que lorsque je suis sorti de la salle, j'ai pris une claque énormissime. Je veux dire, j'ai laissé décanter, c'est vrai, mais lorsque je suis sorti, j'étais en mode waouh. Et je suis bien content d'avoir eu le temps de préparer cette critique, de laisser un peu quelques jours passer, que je réfléchisse au film et des choses comme ça. J'ai pris plein de notes. Cette vidéo sera peut-être la plus longue critique de ma chaîne, mais j'ai vraiment laissé décanter parce que je commençais à voir les défauts aussi un petit peu, parce que moi je suis sorti, honnêtement, claque absolue, je me suis dit putain mais c'est un film de fou, c'est exceptionnel, c'est incroyable, puis j'ai écrit ma critique, j'ai réfléchi, des choses comme ça. Donc pour moi, le plus grand défaut, c'est que ça fait vraiment partie 2 et répétition, et je trouve que c'est un peu dommage par rapport à ça. Alors oui, il sera généreux, et il faut accepter que c'est grosso modo un film qui a été coupé en 2, et je pense que c'est pas grave, à titre personnel, mais ça va déranger beaucoup de personnes, et même moi aussi qui suis fan d'Avatar. Et je pense vraiment qu'enchaîner les films, ça peut très bien passer en termes de trilogie. Genre se faire un marathon Avatar de 9 heures, je pense que ça serait mieux que genre là, attendre 3 ans et te retaper un film qui ressemble pas mal au deuxième. Il y a un truc où on est peut-être un petit peu déçu par rapport à ça, mais il y a des nouveautés aussi que tu peux pas nier, quoi. Il y a des choses qui sont fortes, qui sont intéressantes. Les trucs répétitifs, j'en parlais en spoiler, mais ils sont plus dans la forme que dans le scénario en soi. Et d'ailleurs, les trucs répétitifs, il les expédie très très vite, parce qu'il sait que c'est répétitif, il a bien compris Cameron, il le fait très très vite. Et du coup, ça crée un truc où ça va vite à la fois, en même temps, tu connais déjà, donc t'avais peut-être même pas besoin de le montrer. Il y a même une phrase à un moment où il dit « on fait la même chose qu'auparavant ». Du coup, Cameron, il est clairement conscient des limites de ce qu'il fait. Mais encore une fois, je veux dire, en termes d'émotion, elle est présente. En termes de grand spectacle, personne fait mieux que Cameron, hein, soyons honnêtes, hein, il est très très fort, la même intelligence que d'habitude. Après, si vous aimez pas Cameron et vous aimez pas Avatar, vous n'allez pas aimer celui-ci, ça c'est une évidence. Il y a plein d'idées de mise en scène, il y a plein d'idées de scénaristiques, c'est un gigantesque kiff, c'est une expérience cinéma avant tout, et tu prends une claque, quoi, juste pour l'expérience en soi. Maintenant, le truc c'est que c'est incomparable, c'est vrai, et je pense que les gens vont à la fois trouver que c'est répétitif et critiquer encore une fois le scénario, mais ils vont pas nier que l'expérience cinéma est exceptionnel. Le souci, c'est que ça fait best-of, quoi. Ça fait un petit peu best-of à certains moments, et même si c'est quelques petits moments du film, t'aurais aimé que Cameron fasse des choses un petit peu différemment, et je pense que Cameron, au fait, ce qu'il a fait avec Avatar 1 et 2, et même là le troisième, c'est qu'il y a des choses qu'il a aimé faire dans les 2 premiers, et il s'est dit, là j'ai envie de le refaire, mais mieux. Et c'est ça le truc qui est frustrant, c'est qu'il va faire les mêmes choses que dans le deuxième et le premier, mais il va mieux les faire, et ça c'est vrai, mais à la fois c'est les mêmes choses. Donc tu dis, ah dommage parce que j'aurais aimé voir de nouvelles choses, mais en même temps Cameron, t'as l'impression qu'il a été lui aussi frustré, et il voulait tenter un truc en disant, écoutez les gars, j'avais peut-être pas la technologie, j'avais peut-être pas le talent, mais là je l'ai, et je vais vous vendre un truc de fou, même si j'ai déjà fait. Donc il y a un truc, oui, voilà, il donne la meilleure version de ce qu'il répète des 2 premiers films, mais à la fois il se répète quand même. Donc c'est un truc à prendre en compte. Moi ça va pas me déranger, je pense énormément, mais objectivement, pour moi c'est aussi un défaut. Donc j'irai le revoir, c'est une évidence, parce que pour moi c'est une claque, et c'est le blockbuster le plus généreux, le plus incroyable de l'année, ça c'est une évidence. Mais encore une fois, quand Cameron il sort un film, tu prends une claque, quoi, juste pour l'expérience cinéma que c'est, et pour ce qu'il y a derrière en termes de tout. Tout simplement. Maintenant, juste une petite remarque, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu In Memory of ou RIP John Lando. John Lando, c'est le producteur historique de Cameron. Ils ont bossé ensemble pendant des décennies et il n'y a pas de à la mémoire 2 à la fin d'Avatar. J'étais assez étonné. En fait, c'est présent, ce à la mémoire 2, dans le making-of Disney. Et c'est un peu bizarre. Moi, je pense que... Alors, je sais pas la relation qu'avec Cameron avec Lando, ou peut-être c'est Disney qui n'a pas voulu, mais finir avec In Memory of... Peut-être c'est à la fin du générique, je suis pas resté tout le générique, j'avoue. C'est un peu bizarre. Mais sinon, encore une fois, moi je vous conseille d'aller à Avatar. C'est le blockbuster de l'année, c'est une évidence. C'est une claque atomique, je pense que pour beaucoup de personnes, en termes d'expérience. Et nous, on va détailler ce que c'est comme film, ses qualités, ses défauts encore plus, dans la partie spoiler. Donc allez voir Avatar, encore une fois, pour moi c'est une très chaude recommandation, même s'il y a des choses négatives à dire, je vous le conseille tout de même, vous allez sûrement adorer, même si vous allez avoir des remarques, et on va en parler maintenant en spoiler.
Le film commence comme le deuxième, avec évidemment ce plan des montagnes Alléluia, et tu penses que c'est un flashback de Loak et Neteyam qui sont en train d'avoir un petit moment ensemble parce qu'ils sont frères. Mais en réalité, c'est le monde des esprits. Donc ça confirme vraiment cette idée qu'après la mort, c'est important de rester en connexion avec Eywa et les Na'vi. Et c'est le cœur même du film, c'est le côté traditionnel, ancêtre, communion avec le passé, sauf que c'est pas que symbolique. Pour eux, c'est réel, c'est vrai. Si tu préserves Eywa et son monde, tu préserves aussi un lien avec ta famille, parce que tout se récupère. Vous savez, à la fin, il retourne dans l'eau, son corps, à Neteyam, et rejoint Eywa. Et tu peux être en lien, d'un point de vue symbolique, mais aussi physique, avec Neteyam. Et c'est encore plus difficile dans le cas de Loak. Il voit littéralement son frère mort, il interagit avec, mais il se sent coupable. Et il pense vraiment que c'est encore sa faute. C'est ça qui est intéressant par rapport à son personnage. Toute la famille est de retour au village, mais sans Neteyam. Et c'est nouveau, c'est différent, c'est difficile. Et en même temps, toute la famille est addicte au passé. Ils veulent être avec leur fils constamment. Sauf que la guerre est là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire demi-tour et ils doivent se battre. Ils récupèrent des armes, se préparent, s'adaptent. Jake est redevenu un marine. Il n'est même plus un père ou un mari. C'est redevenu un humain militaire. Il y a cette scène avec Neytiri et Lark en mode RPG. Il parle comme un humain, quoi. Il a été complètement réhumanisé, entre guillemets. Mais le fait de reparler comme un humain, c'est ce qu'il déshumanise moralement au final. Alors que Neytiri a besoin de réconfort, lui, il passe complètement à côté. Lui, il chope des armes, des guns et tout. Il dit aux gens, on va se battre, on prend les armes des humains et on va aller à la guerre, quoi. Alors qu'en fait, la famille, elle est brisée. Il y a besoin d'un soutien. Et en fait, ils ont raison. En réalité, les Metkayina, les armes sont un poison qui noircissent l'âme. Mais fatalement, c'est nécessaire. C'est ça qui est compliqué aussi. Ça se ressent car en fait, ce désastre dans la famille, il y a un vrai problème où tout le monde s'embrouille, il y a des vraies tensions et c'est lié à la présence des humains. Et le fait d'importer que ce soit des armes ou même des codes moraux des humains, fait que ça crée encore plus de tensions et de problèmes dans la famille. Les problèmes du deuxième film, c'était que Jake était trop un marine et pas assez un Na'vi. C'est ça qui était intéressant et critiqué. Et les Metkayina, eux, se méfient complètement. Alors oui, ils sont confiants, ils sont en sécurité d'après eux et tout, mais ils comprennent pas que la guerre va revenir. Donc ils refusent les armes, ils ont cette morale du fait d'être gentils, mais le fait d'être gentil et de pas avoir cette autodéfense ou cette défense des autres de manière générale, c'est perdre dans le combat et c'est de ralentir. C'est pour ça que Neytiri, elle développe un truc qui est hyper intéressant, du racisme. Alors, de base, elle était un peu raciste par rapport aux humains et Spider, mais là, vu qu'elle a perdu son enfant à cause des humains, elle est pleine de rage et devient très ouvertement raciste. Elle le dit, elle déteste les humains. Et tu la comprends en fait. À ce stade, alors elle avait des doutes sur Spider au début parce que c'était encore un humain et puis elle a vu le mal que font les humains. Mais bon, Jake c'est un humain aussi, dans le deuxième ça allait, elle comprenait un petit peu. Là dans le troisième, clairement, elle les déteste ces humains parce qu'elle a vécu tellement de conflits à cause d'eux qu'elle est rentrée dans ce cycle de la haine. Et Jake lui dit très bien, tu ne peux pas vivre dans la haine parce que, en fait, les Na'vi connaissaient pas le racisme avant. C'est un truc nouveau. Les humains connaissent le racisme, ils connaissent la haine et ce cycle de victimisation, de violence perpétuelle. Mais pour les Na'vi, c'est nouveau en réalité. Et là, Jake, il voit sa femme devenir une énorme raciste et il essaie de se battre contre ça. Il reste, lui, un humain aussi. Et il lui rappelle, même s'il ressemble à un félin, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'œuvre, il est complètement déshumanisé par son approche aux humains. Mais Neytiri aussi. Parce que Neytiri développe aussi des choses négatives, c'est-à-dire le racisme qui est quand même quelque chose de très humain. Avant, il n'y avait pas de racisme chez les Na'vi. Donc en fait, c'est ça, c'est que les humains sont un poison, donc nous, c'est la critique sociale, on est un poison qui gâchons même un écosystème vertueux comme le monde des Na'vi. Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant, et tu comprends un peu Neytiri en fait. C'est ça qui est dur, c'est que tu comprends pourquoi elle vit dans cette phase un peu raciste. Alors, t'as pas envie qu'elle soit raciste, t'as envie qu'elle sorte de ça, mais tu la comprends un petit peu. Non pas que toi t'es raciste, mais tu comprends d'où elle vient et pourquoi elle vit ça comme ça. Elle a quand même perdu un enfant, son peuple, entre guillemets, même si son peuple est encore en vie, elle a perdu tellement de choses à cause des humains, ses envahisseurs, ses colons, que forcément elle développe un truc qui est difficile. Et vraiment, tu sens une sorte de rupture dans le couple, là où Jake va de plus en plus vers le côté marine humain, et Neytiri qui, elle, va de plus en plus vers le côté bestial, Na'vi, mais qui est aussi un petit peu humain thématiquement, et raciste. Et ça, tu vois que le couple il a du mal à se remettre. C'est pour ça que c'est important que les deux ne soient pas dans la haine
et la colère. Et Jake, il est complètement mais à côté de la plaque en tant que père, quoi. Il fait les mauvais choix, il est à côté de la plaque en tant que mari de manière générale. La famille ne se porte pas bien du tout, quoi. Cette famille stricte qu'il a mis en place, cette escouade, n'était pas une bonne solution, quoi. Tu vois que ça a créé plus de problèmes dans la famille qu'autre chose. Et tu vois qu'il n'arrive même pas à réconforter sa femme. Et ça, c'est dur parce que lui, Jake, est encore une fois avec ce problème d'identité. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, oui, il est l'allié des Na'vi, mais avec un comportement d'humain. Là où Neytiri aussi le développe, mais de l'autre côté. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a cette scène avec Loak où justement, il le fait culpabiliser alors que l'inverse aurait dû se produire. Il aurait dû le réconforter, le prendre dans ses bras et tout. Et cette scène, quand Loak pleure, il est en larmes, je trouve qu'elle est réussie. Elle est vraiment triste et en termes d'acting, c'est génial aussi. Et tu commences aussi un peu à détester Jake. Il devient de plus en plus ce qu'il critique d'habitude. Là où Quaritch, pour le coup, il fait un peu le chemin inverse. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a ce curseur qui est mis un peu de tous les côtés. Il y a des gens comme Quaritch qui deviennent à la fois humains et Na'vi. Il y a des Na'vi comme Neytiri qui deviennent à la fois humains tout en restant Na'vi. T'as Jake au milieu et sa famille qui sont en mode à la fois Na'vi, à la fois humain. C'est un peu des hybrides bizarres pour ce peuple qui savent plus de quel côté aller, quoi. Et je trouve que c'est fascinant comme choix. Et il y a Spider entre les deux aussi, qui est encore un autre cas à part. Alors l'acteur, on peut encore le critiquer, je veux bien, mais son personnage, il est tragique car lui se sent clairement Na'vi. Il se sent pas du tout humain. Sauf que son corps est un problème, parce qu'il a un corps d'humain. Donc il fait comment? Et c'est clairement sous-entendu que c'est Neytiri qui voulait se venger et qui a caché son masque à oxygène pour justement peut-être le motiver ou motiver la famille à se débarrasser de Spider. Et l'excuse d'emmener Spider se tient tellement parce que Jake, il a tellement raté sa famille, quoi, disons les choses. À ce moment-là, sa famille déteste Jake, il a vraiment du mal à gérer les émotions de ses enfants et pour les réconforter, il se dit « Ok, on va emmener Spider chez les humains, on va faire une sorte de voyage de famille et tout. Ça peut faire quelque chose de positif, de bon pour la cohésion familiale et c'est là, en fait, qu'il va être puni et la famille va être punie aussi. Mais tu comprends Jake aussi. Tu vois qu'il essaie d'être humain, tu vois qu'il essaie d'être un bon père, et il fait que de la merde. Et c'est ça que je trouve assez attachant et fort, c'est qu'ils font que des bêtises et ils apprennent tous les uns des autres. Jake, il apprend par rapport à Neytiri, Neytiri apprend par rapport à Jake. Les enfants, ils sont très soudés ensemble, mais ils apprennent par rapport à leurs parents, mais les parents sont pas assez là. Et moi, je trouve ça formidable. Et les marchands du ciel, c'est hyper satisfaisant parce que tu les vois prendre et perdre leur navire avec justement cette durée de la présentation qui prend du temps. On les voit vraiment, comme j'ai dit en partie sans spoiler, être un navire organique et mécanique un petit peu à la fois, et le sabotage est compréhensible parce que tu comprends comment ça fonctionne. Ça crée une énorme scène d'action à l'ancienne, comme Avatar 1, combat dans les airs, sur le navire, il a différents niveaux, et t'as toujours le navire dans le champ pour comprendre exactement où t'es. Et c'est une scène personnellement que je trouve fabuleuse, parce que justement, on est dedans, le navire, tu sais exactement comment il est construit, comment il fonctionne, du coup, à chaque fois qu'il est endommagé, à chaque fois qu'une flèche, il y a un kamikaze, des choses comme ça, bah tu comprends ce qui se passe, il y a les enjeux, t'as été immergé dans cet univers du ciel, sans faire des caisses non plus. Et en même temps, bah, ça prend des trucs que tu connais d'Avatar, cette guerre aérienne, et pour une fois, t'as des navis ennemis. En fait, il n'y a jamais eu de combat contre des navis. Il y avait des petits trucs de rivalité dans le 1 et tout, mais jamais à la mort, quoi. Et là, t'as le peuple des cendres qui arrive et qui met en difficulté à la fois nos protagonistes et en même temps, bah, ces marchands du ciel qui perdent leur navire. Et ça, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est réussi. Et toute la séquence de forêt, enfin, le film, il commence sur une défaite, tout de même, de la part de Desailly. J'adore que ça prenne le point de vue des enfants pour commencer, parce que justement, ils sont seuls dans cette forêt face à des fous religieux, quoi. Alors, ils sont contre Eywa, et je vais en parler, mais il reste une secte. Et encore une fois, en termes de repères, c'est génial, parce qu'en fait, il y a 3 intrigues différentes. T'as des intrigues qui se lient parfaitement via à la fois les enfants qui sont perdus, mais la caméra va toujours dans un sens par rapport à tous les personnages, du coup, tu sais où ils vont tous aller, et ils vont tous se rejoindre au même endroit, au centre, et ça, c'est grâce à la mise en scène qu'on le comprend, mais vu que tout le monde est blessé, t'y crois à fond durant cette scène, parce que ça peut mal finir pour absolument tout le monde. C'est symbolique pour Neytiri qui est toute seule de son côté, elle se sent isolée, et elle est sauvée par sa monture, donc par la nature, donc par Eywa, et en même temps, bah, elle devient de plus en plus raciste, violente, car tout le monde est en train de se battre pour retrouver les enfants, dont Spider, et donc elle devient comme Varang. Et en fait, l'arc qu'elle a perdu lors du précédent film, c'était un peu un pas en avant vers sa déshumanisation et le fait qu'elle devienne comme Varang, donc une sorte de Na'vi méchante. Et justement, quand elle est en quête d'humanité par rapport à sa blessure, qu'elle se rétablisse pour qu'elle puisse retourner à la guerre, et quand elle reçoit de nouveau son arc, elle retrouve un petit peu son humanité et accepte d'être humaine, entre guillemets encore une fois, et elle retrouve sa famille sans haine. C'est pas pour rien qu'il y a une scène où elle se maquille
comme le peuple des cendres, donc avec du rouge, symbole du sang, et en même temps elle refuse d'être comme Varang et ce peuple. Elle se lave symboliquement les mains de ce sang et elle enlève sa culpabilité et va essayer de sauver Spider par la suite, j'en parle juste après. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une scène qui est géniale avec Jake et Quaritch qui s'endorment face à face et ils pensent que c'est Varang et les ennemis qui sont venus les chercher, mais au fait c'est les alliés, quoi, les Na'vi. En fait c'est symbolique par rapport au truc qui dit qu'on ne sait plus qui sont nos alliés et nos ennemis. Donc le fait de penser que c'est automatiquement les Na'vi méchants qui viennent les voir, ça crée un doute parce que oui, au fait, potentiellement, Neytiri, elle pourrait être méchante. Et tous les Na'vi pourraient devenir méchants. Parce que face à la colonisation, face à l'impérialisme, ils peuvent se rebeller. De la même manière que le peuple des cendres s'est rebellé contre Eywa, on a notre peuple à nous, les Metkayina et autres, qui pourraient se rebeller contre ces colons et devenir de plus en plus méchants par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment très très fort. Et j'adore justement cette idée-là, la manière dont ça brouille les lignes entre ces différentes identités et comment les gens peuvent mal finir. Genre moi, j'aurais pas été étonné si Neytiri devenait méchante. À la fin du film, j'aurais trouvé ça cohérent, que Jake devienne méchant, j'aurais trouvé ça ok. Et pendant ce temps, en fait, les enfants, eux, ils sont sans parents, ils doivent encore se débrouiller seuls, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est du coup leur rite initiatique, dont Loak qui prend en responsabilité, il doit aider les autres à s'en sortir constamment. Et ce qui est vraiment bien, c'est que justement, même quand ils sont capturés, ils refusent de parler. Sauf si la famille est en danger, là ils vont parler. Ils refusent, ils sont solides sur leurs appuis, comme évidemment les peuples des Metkayina, qui ne disent pas où se situe Jake et sa famille. Il y a une loyauté évidente, alors une petite répétition aussi par rapport à ça, mais c'est fort à quel point, justement, la famille de Sully et les Na'vi sont soudés. Sullies stick together, c'est ce qu'ils disent dans l'œuvre de manière générale. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une scène qui est géniale par rapport à Varang, par rapport au feu, par rapport à ces orques, on dirait plus ça que des Na'vi, avec le maquillage et tout. Mais il y a un petit truc de facilité scénaristique où ils s'échappent, je trouve, assez facilement. Alors on pourrait dire que c'est un rituel, ils sont un peu tous défoncés, il y a l'ego de Varang, c'est des enfants, ils les prennent pas au sérieux, d'accord, mais je trouve qu'ils s'en sortent de cette scène assez facilement. Et de l'autre côté, Jake, il est en quête permanente de ses enfants, alors physiquement et même d'un point de vue familial, et il est avec Quaritch. Et je trouve que c'est fascinant parce que il se retrouve vite fait, quoi. Genre au début du film, t'as Quaritch face à Jake, le deuxième film c'est fini, tu te dis en fait ils vont se tabasser, et le film te dit directement non, ils vont pas se tabasser, ils vont devoir se livrer à une sorte de débat, entre guillemets, mais de confrontation morale avant tout. Pourquoi? Parce que clairement, là, il se passe un truc intéressant par rapport à Jake et Quaritch où leurs deux arcs commencent à être en parallèle, mais aussi à se lier de plus en plus. Il y aura une intersection durant ce film, parce que à la fois, Jake, il a été rejeté par la RDA car il a choisi les Na'vi, et en même temps, Quaritch, dès le début du film, vu son précédent échec, est de plus en plus rejeté par la RDA. La RDA, contrairement aux Na'vi, n'a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité par rapport à qui on soutient. La RDA, elle pense business. Si Quaritch il est pas assez bon, on s'en débarrasse. Là où les Na'vi ils vont toujours être soudés. Et ça, c'est un truc que Quaritch apprécie et respecte. Donc Quaritch devient fatalement de plus en plus tiraillé entre deux mondes. Et ils ont un point commun, ils veulent tous les deux retrouver leurs enfants, dont Spider. Et Spider, il est fascinant parce que c'est à la fois l'enfant de Quaritch, mais c'est pas exactement le même Quaritch parce que le vrai Quaritch père, il est mort. Mais en même temps, il y a un lien clairement entre Quaritch et Spider parce que Spider l'a sauvé dans le précédent film. Donc à la fois Quaritch veut lui le sauver parce que par respect, si tu l'as sauvé, il faut que je le sauve. Donc c'est quelque chose qu'il respecte. D'ailleurs, rappelez-vous, il a dit l'inverse à Neytiri. Il a dit dans le deuxième film, I owe you a death. Donc en fait, Quaritch, quand il a été tué, il veut se venger et tuer aussi. Et ça, c'est fascinant aussi. Mais en même temps, là, il s'est fait sauver, il doit sauver. Et en même temps, c'est son fils. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi le fils de Jake, parce qu'il a grandi avec Jake en tant que père. Du coup, ils font équipe, et l'équipe semble tout à fait logique, quoi. Ils se tapent pas, ils préfèrent d'ailleurs dormir, et j'aime beaucoup parce que Cameron, il désamorce complètement le truc. En fait, là, ils sont fatigués, ils ont couru, et Jake face à Quaritch, il devrait se taper dessus, quoi. Et Cameron, il dit un truc assez intéressant, il dit, au fait, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing, ça serait contre-productif, parce que, littéralement, la haine qu'a Quaritch contre Jake, elle n'est pas vraie, en réalité. Quaritch, il n'a rien subi de la part de Jake. Quaritch, il a subi le Jake du Quaritch d'avant. Donc c'est vraiment particulier. En réalité, c'est un nouvel homme, ce Quaritch-là. C'est ça qui est fascinant par rapport à ce personnage-là. Et il y a ce débat éternel par rapport à l'appartenance, la famille. Pourquoi est-ce qu'ils devraient se battre alors qu'ils sont la même espèce aujourd'hui? Et tu comprends déjà que Jake, il est prêt à pardonner Quaritch parce qu'il voit une sorte d'enfant, entre grosses guillemets, qui découvre un peu le monde. Et il lui dit bien à Quaritch, ouvre les yeux. Et ouvrir les yeux dans Avatar, ça veut dire I see you. Je te vois. Et il y a deux moments assez rigolos par rapport à ça. Il y a cette scène où Jake dit I see you. Et c'est à ce moment-là que Quaritch décide de s'endormir. Donc il refuse. Et tu as aussi cette scène, vous savez, quand il est emprisonné, Jake,
il lui dit I see you, et Quaritch répond I see you at 600, donc à 6h du matin pour ton exécution. Tu vois qu'il rejette ça un petit peu, mais en même temps, bah il y a un truc où Jake il essaie de le convaincre. Il sait que sinon c'est une bagarre éternelle, qu'il y aura sûrement d'autres avatars, d'autres militaires, la RDA. Donc s'il a un mec comme Quaritch, non pas forcément de son côté, mais s'il arrive à le convaincre, je trouve que c'est fascinant. Il y a une phrase que j'adore, je sais plus comment il est dit exactement, mais il dit Dead Man's Memories, les souvenirs d'un homme mort. Et ça c'est exactement le personnage de Quaritch, parce que Quaritch en fait en théorie c'est un nouvel homme avec les souvenirs de l'ancien. Mais il ne doit rien au Quaritch du passé, il est conscient parce qu'il écrase son crâne dans le deuxième film. Donc en fait, Quaritch, il hésite au fur et à mesure parce qu'il a besoin d'une communauté. Et tu vois que Jake, il veut le convaincre, car il a des nouveaux yeux. Il lui dit d'ailleurs, Jake, tu as des nouveaux yeux, regarde. Et ça, tu le ressens bien. Tu sais que Quaritch, il y a un petit truc où moi, je n'étais pas fan de l'idée de la rédemption de Quaritch, mais pour rappel, c'est pas le même Quaritch. C'est pas le Quaritch impérialiste et tout. C'est un homme avec les mémoires de Quaritch, mais en soi, il n'a pas fait grand-chose de mal comparé à d'autres personnes, quoi. C'est pas le génocidaire colon de base. Donc en fait, t'y crois et tu trouves que c'est pas mal, comme il dit, on va en parler dans quelques secondes, mais je trouve que l'évolution de Quaritch, il est génial par rapport à ça. Et en même temps, bah, la clé de cette œuvre, c'est Spider, parce que Spider, il développe sa respiration grâce à Kiri qui se sacrifie presque pour lui, parce qu'en fait, il s'aime, hein, tout simplement, et ça devient à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction, car la déesse qui existe, pour rappel, Eywa existe scientifiquement, est là en train de créer un truc qui peut être répliqué scientifiquement. Donc en fait, les humains pourraient vivre sur Pandora. Donc en fait, s'ils possèdent l'arme qui est à l'intérieur de Spider, c'est terminé pour les navis en soi. C'est le truc qui limite les humains. Ils ont besoin d'oxygène. Mais là, Spider a plus besoin d'oxygène. Donc c'est intéressant à quel point il devient le centre du récit et c'est le symbole parfait entre ces deux mondes, quoi. Il a deux identités, il sait pas qui il est, et là même génétiquement, il a changé. Il a même la queue de cheval Navi pour se connecter au monde physiquement. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de passages avec les Tulkun, avec Payakan et Loak. Grosso modo, Payakan s'est fait définitivement renvoyer des Tulkun à cause des traditions. Et le but du film, c'est quand même la confrontation entre les valeurs traditionnelles du passé, l'importance de l'héritage et le nouveau monde qui demande l'adaptation. Et il faut clairement se défendre, hein, et c'est ça le sujet du film, c'est qu'il faut évoluer avec son temps, et la violence est nécessaire. Le film dit ça. Quand tu te fais attaquer, il faut réagir et il faut attaquer. C'est voilà le principe de défense totalement légitime. Et voilà, c'est le délire un peu Malcolm X. Vous savez, quand vous vous faites attaquer, vous n'allez pas rester en être en mode pacifiste. Il faut contre-attaquer et se défendre. Et il y a étonnamment beaucoup de scènes de tribunal de baleines. Il y a 2 grosses scènes littéralement en mode tribunal chez les baleines. Et qui fait ça? Non mais vraie question, qui, mis à part Cameron, dans un film de 3 heures, donne 2 scènes où on débat de la morale avec des putains de baleines? Moi je trouve ça génial comme concept. Et ça fonctionne. Et Loak, justement, il représente Payakan d'un certain point de vue. Il est rejeté, déçu par sa famille, forcément. Il peut pas vraiment changer les choses, mais il essaye. Et t'as cette scène où Loak, il veut se suicider. Et moi, j'y croyais un petit peu. Je me suis dit, bah oui, limite, je peux comprendre parce qu'il est tellement plein de culpabilité. Sa famille a complètement échoué pour qu'il se sente un peu mieux. Je peux comprendre pourquoi il se sent rejeté par tout le monde. Mais ce lien avec Payakan, c'est ce qui le sauve. Et je trouve que c'est un peu dommage le peu d'importance qu'a la copine du coup de Loak. J'aurais aimé qu'ils développent ça un petit peu plus. Ils ont des scènes ensemble, tu vois qu'ils sont clairement ensemble, mais c'est pas assez développé. En fait, il y a une plus grande relation de fratrie entre Payakan et Loak qu'entre lui et sa copine. Et je trouve que c'est encore une fois la répétition de se dire qu'en fait Payakan est de nouveau exclu. Alors j'adore la scène de thalassophobie, je vais appeler ça comme ça parce que moi j'en souffre entre guillemets, avec ces grandes vagues dans l'océan, la nuit, loin du récif. Bon, les calamars, je trouve qu'en termes de design, c'est un peu feignant, c'est un peu dommage. On dirait juste des calamars géants, je trouve que c'est pas dingue. Mais bon, ça passe et ça permet d'avoir une scène plutôt cool. Dommage que les calamars soient revenus à la fin grâce à Eywa, mais pas le requin du deuxième. Je pense que ça aurait été intéressant. En tout cas, j'ai pas vu ce genre de requin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Loak, il fait le même travail que Jake. Il unit les peuples Tulkun. Et je trouve que c'est un petit peu décevant qu'il y ait un nouveau Tulkun qui soit complètement blessé, qui arrive pour prouver et montrer du coup aux Tulkun, aux autres, que voici les résultats des humains. Un Tulkun a survécu, voici ce que font les humains. Peut-être ça aurait été plus intéressant de blesser gravement Payakan et de le rendre un peu cabossé comme ça, pour montrer que voilà, Payakan, vous l'avez exclu, voici ce qu'ont fait les humains. Là, ils rajoutent un nouveau Tulkun, du coup, ils mettent ce Tulkun en avant, qu'on connaît moins, on a moins cet attachement à ce Tulkun, et en même temps, Payakan est mis de côté. Je pense que c'est un peu moins bien géré, et c'est un petit peu dommage, mais au moins, idéologiquement et moralement, Loak devient littéralement comme Jake. Il a uni les peuples, comme l'a fait Jake précédemment, et il a uni ses Tulkun. Et c'est justement ça qui est bien, c'est que Loak, il s'est trouvé une nouvelle famille avec les enfants de Ronald, justement, et c'est eux qui vont l'aider.
Donc Loak, il a réussi à trouver une communauté là où sa famille biologique n'a pas réussi à être présente. Et c'est ça qui est dur et beau à la fois, c'est qu'on trouve tous des familles là où on peut et où on veut, et il faut être soutenu. Mais les Sully n'ont pas réussi. Sully Stick Together n'a pas fonctionné. Et c'est ça qui est dramatique. Et Loak a dû aller autre part pour trouver ce réconfort. Et j'aime beaucoup aussi ce qui passe par rapport à Kiri. Donc la relation amoureuse avec Spider, moi j'y crois. Elle est déjà un peu établie depuis le deuxième film. Mais du coup, tu y crois un peu moins parce qu'ils sont techniquement frères. Mais en même temps, ils sont pas frères biologiquement. On apprend que Kiri, c'est une sorte de clone de Grace, conception immaculée. Et que Spider, du coup, c'est juste le fils de Quaritch qui est décédé. Donc c'est vraiment un peu bizarre, mais tu comprends la relation amoureuse. Après, techniquement, la relation amoureuse, comment est-ce qu'elle fonctionnerait? Je ne sais pas et ça reste un petit peu bizarre, mais moi j'y crois. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que Eywa, elle crée une distance quand même avec Kiri, mais c'est particulier parce que à la fois, elle peut mourir si elle rentre en contact avec Eywa, et c'est donc l'exclure de la relation avec Neteyam et sa famille, et c'est aussi l'exclure de Spider, parce que Spider, lui, clairement, il est pas autant Navi qu'il aimerait. Et du coup, Kiri est en plein milieu aussi en disant « Ok, je suis une Navi, mais j'ai pas accès à Eywa. » Du coup, d'un point de vue spirituel, je suis autant que les humains, donc sans cet accès à Eywa. Donc il est vraiment un peu perdu aussi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et l'idée de la conception immaculée, moi je trouve que c'est quelque chose qui est logique pour Eywa. Ça crée une figure christique, évidemment, un petit peu. C'est pas non plus le twist du siècle, c'est pas incroyable, c'est ok sans plus, c'est juste pour symboliser qu'il existe entre deux mondes et que c'est bizarre que Eywa, la mère, comme Neytiri, la rejette. Parce que c'est ça l'histoire de ces enfants. Ils se font tous un petit peu rejeter par leurs parents alors que leurs parents essaient d'être présents. Et justement, ce dialogue qu'elle a avec Eywa, qu'elle remplace progressivement les Tsaïk, que ce soit Ronal et Neytiri, c'est intéressant. Et surtout, en fait, c'est techniquement sa mère, Eywa, et il faut convaincre sa mère de l'aider. Donc je trouve qu'il y a un truc où elle essaie de se rapprocher à la fois biologiquement, spirituellement, de sa vraie mère, comme font tous les autres personnages. Et ça, la complexité d'Avatar et de cette famille de Sully, c'est qu'il y a tellement d'origines différentes, mais il faut quand même une famille solide. Malheureusement, c'est le but du film, c'est qu'elle n'est pas si solide que ça, au final. Mais j'aime bien qu'elle existe entre deux mondes. Après, la révélation, elle est un peu attendue, prévisible, et c'est juste sympa symboliquement, mais c'est pas non plus le twist de fou. Même elle a une réaction en disant « That sucks », plus qu'autre chose, parce qu'elles se sont encore plus perdues, parce que c'est une quête identitaire. C'est à la fois une clone de Grace, mais en même temps, c'est aussi l'enfant d'Eywa et l'enfant des Sully. Bref, c'est un peu toujours beaucoup d'un coup, mais elle représente Eywa. Ça, c'est une évidence par le symbolisme christique. Maintenant, Varang, je trouve que c'est intéressant parce que les méchants s'adaptent. À la fois, elle a trouvé une nouvelle religion dans cette haine d'Eywa, le feu, mais aussi le dieu des armes, parce qu'elle parle bien des armes comme de la foudre. La foudre, c'est quelque chose de divin en soi, entre guillemets. Donc le feu destructeur représente l'abandon d'Eywa, avec ce fameux lance-flamme, par exemple, mais en même temps, les armes sont du poison. Donc elle est l'enquête d'armes, et l'enquête de feu, de foudre, donc elle a été empoisonnée moralement. Je m'attendais pas à la voir aussitôt, honnêtement. Pourtant, j'adore son design. Il y a des pics de partout sur sa tenue, sa queue de cheval, sa créature, son maquillage rouge. Je l'adore parce que c'est un maquillage. Hein. C'est pas leur couleur de peau, c'est ça qui est bien. C'est pas leur couleur naturelle. C'est un show qu'ils mettent en place. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir des navis à la fois méchants. C'est flippant parce qu'on n'a pas vu ça au final avant. Et je trouve que c'est réussi parce que ça te rappelle que ce sont des créatures supérieurs et qui sont là prêts à tout. Il n'y a pas de rédemption, ils sont méchants, puis basta. Il y a un côté kamikaze, Mad Max, fanatisme religieux que j'aime beaucoup. Il y a une dérive sectaire évidente, mais c'est l'hypocrisie du truc. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne croient pas en Eywa, alors que Eywa existe. Pourquoi? Parce que Eywa les a abandonnés. Mais qu'est-ce qu'il a fait, elle? Varang a créé une secte littéralement pour ses intérêts personnels. En fait, elle y croit pas à ce truc du feu. C'est une excuse pour dominer. Et ça, c'est la critique de la religion. Il y a des faux prophètes qui se mettent en place, il y a des gens qui ne croient en rien, mais pour leurs intérêts personnels, pour le pouvoir, ils font des choses et créent des sectes. Et c'est exactement ça. Varang est hypocrite. Et justement, lorsqu'elle est face à Eywa, vous savez, il y a cette idée de la pureté du feu. Et la haine d'Eywa qui l'a supplié de la sauver. Mais en fait, elle fait exactement ce que Eywa a fait. C'est-à-dire que tu les comprends pourquoi ils se sentent abandonnés par Eywa car la nature les a détruits via ce volcan, mais on comprend aussi que Eywa ne peut pas tout gérer. C'est pas plus fort que la nature, forcément. C'est juste un lien de connexion à la fois divin et en même temps scientifique. Elle contrôle pas tout. De la même manière que elle, Varang, peut s'opposer à Eywa. Parce que si elle tue des gens, Eywa ne peut pas les sauver. Donc il y a à la fois un truc de libre arbitre, de religion, de dieu, de spiritualité un peu complexe avec ce personnage-là qui vient un peu entre les deux et qui répète le cycle d'Eywa.
Ewa l'a abandonné et elle abandonne aussi un petit peu les gens en créant cette secte, en créant un truc qui est pas bon fatalement. Et elle utilise, je trouve ça assez intelligent, la connexion entre espèces, qui est symbole d'Ewa aussi, comme arme. C'est le symbole. Et il y a un truc aussi quand même qui est profondément sensuel et sexuel par rapport à ça. Avec Quaritch, il y a un flirt direct, une alchimie explosive, mais aussi sexuelle. Et c'est ça qui est bien, ce lien automatique. En gros, Quaritch, il a trouvé sa Neytiri. Et je trouve que ça, c'est une idée absolument fabuleuse. Je trouve ça beau que les méchants puissent aussi trouver l'amour. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est tellement utile scénaristiquement parce que ça devrait pas être beau. Mais en fait, oui, il y a un truc où t'es limite content pour Quaritch qui trouve un peu sa Neytiri, même si elle est mauvaise. Et ça dresse un parallèle avec Kiri qui est fort parce qu'en fait, elle va voir Kiri comme une représentatrice d'Ewa, comme une figure christique, justement. Donc Ewa se rebelle directement face à Varang et à la fin se dégonfle un petit peu. Moi, je pense que dans les suites, parce qu'elle sera clairement dans les suites, Varang, elle va un peu changer d'avis. Elle va peut-être un peu perdre confiance dans sa flamme, dans sa spiritualité. Je suis très curieux de voir dans quelle direction ça va aller par rapport à ça. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, Varang réalise qu'Ewa existe, encore une fois, juste qu'elle a décidé de ne pas sauver. Donc est-ce qu'elle sera encore plus blasphématrice par la suite, ou est-ce que tout simplement elle va être, je sais pas, déçue que Ewa les bannit entre guillemets ou les rejeter, parce que c'est une thématique qu'on entend souvent. Ronald dans le deuxième film, elle a bien dit à Neytiri et sa famille que Ewa les a rejetés. Donc dans quelle direction ça va aller? J'en n'en sais rien, on verra bien si le quatrième se fait, mais j'aime beaucoup ce plan avec Kiri qui utilise elle aussi cette sorte de queue de cheval pour montrer comme un scorpion, t'as l'impression, la violence et la force qu'elle a. Et je trouve que la relation entre Varang et Quaritch est géniale parce que du coup t'explores pas du tout ce monde du feu, ils évitent la redite sur ça, et c'est pas ce genre de film, même si visuellement c'est génial, mais c'est un truc qui est assez fort, c'est que Quaritch il arrive avec une force, un sniper de loin, comme Dieu qui tue des gens avec la foudre au loin, c'est assez fort, et elle respecte ça par intérêt, parce qu'elle n'a pas le choix, et en même temps, parce qu'elle aime bien Varang. Et le trip cannibale, sexuel LSD, moi je l'ai adoré, c'est assez incroyable à voir en 3D d'ailleurs, il y a une vraie tension entre les deux, les armes l'excitent, Quaritch l'excite aussi, j'aime beaucoup ce qu'ils font par rapport à ça, tu vois qu'ils vont se sauter dessus après, c'est très cool de voir ça dans le film, il y a quelque chose de nouveau, de différent, c'est à la fois beau je trouve, et en même temps malsain, mais tu t'es content pour Quaritch, étonnamment, c'est très particulier, et la relation entre les deux est parfaite quoi, c'est vraiment Jake Neytiri, mais méchant. Et je trouve que c'est une bonne idée de prendre autant de temps avec les deux, entre sexe, violence, appréciation, il y a un truc qui est honnête que j'aime beaucoup. Là où la RDA devient de plus en plus hostile avec tous les navis et tous les avatars, c'est important de le noter, ils refusent d'accueillir des navis peu importe leur précieux rôle dans le fait d'avoir capturé Jake. Par exemple, ils sont hostiles par rapport à Quaritch de plus en plus aussi. Ils ont aucune loyauté envers eux, chose qui s'est passée avec Jake aussi. Et Jake les appelle d'ailleurs les suits. Voilà, c'est les corpos, quoi, les mecs qui pensent qu'à l'argent. Donc il y a un gros décalage qui se crée, car en fait, ils sont pas bêtes. La RDA, c'est ça que j'aime beaucoup. Ils pensent argent avant tout. Ils comprennent que Quaritch est en train de changer de camp. Ils sont pas naïfs par rapport à ça aussi. Et j'aime bien parce que la dame militaire, elle commence à prendre de plus en plus de place, qui s'oppose même au fils du dirigeant. Donc en fait, la meuf militaire est en train de faire une sorte de mini coup d'état pendant que l'entreprise capitaliste est en train de dire non mais en fait, t'obéis à mes règles. Donc il y a un truc où même au sein des humains, il y a des rivalités, des tensions, chose que j'aime bien aussi. C'est pas une unité solide. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, leurs motivations par rapport à Pandora vont évoluer. Parce que c'est une armée privée, on imagine, mais il y a un truc où, voilà, ils se prennent un peu la tête et je trouve que c'est pas mal aussi. Ça montre le côté un peu moins manichéen par rapport à ça. Il y a la propagande à l'américaine que j'aime beaucoup. Ils ont enfin capturé le terroriste, ils l'ont rendu prisonnier et ils vont l'exécuter devant tout le monde. Ils acceptent aussi, je trouve, la victoire alors qu'ils ont collaboré avec ce qu'ils considèrent, eux, d'autres terroristes. On y voit clairement le parallèle avec les Américains, quand ils ont collaboré, voilà, vous savez de quoi je parle, évidemment, je n'ai pas envie de me faire strike par YouTube, parce que parfois, maintenant, ils démonétisent quand on parle de sujets sérieux par rapport à 2001, par exemple, on s'est compris, mais voilà, il y a des trucs qui sont des vrais parallèles par rapport à la vraie vie, surtout par rapport à l'impérialisme américain, mais ça donne une séquence que moi, je trouvais grandiose, c'est la séquence de l'usine, entre guillemets, parce que c'est un peu comme ça, Neytiri fait des ravages, toute seule, maquillée comme l'ennemi, encore une fois, parce que c'est un film sur l'identité, et c'est une scène qui est folle, et dingue, et généreuse. L'usine est tellement complexe, mais t'es jamais perdu, car il y a toujours ce repère de la prison de Jake, qui est là, au milieu, et elle qui passe un peu partout. Il y a le camp et tout, il n'y a pas d'image d'ailleurs dans la bande-annonce, c'est assez dingue, parce que c'est tellement dense, c'est tellement présent, en termes de géométrie, de tout ce que vous voulez comme scène, c'est assez marquant. En termes d'action, il va partout, dans les airs, sous l'usine, elle est dans l'eau à un moment, tu comprends exactement où t'es, pourtant c'est tellement différent
alors que c'est juste du métal, de la ferraille, et elle tue tout le monde sans remords, elle devient presque méchante, elle se fait plaisir, elle détruit sans penser à quoi que ce soit. En termes d'action, on dirait le climax du film, quoi. Alors qu'il reste 1 heure au projet, et vous allez jamais voir une scène comme ça dans la vie, quoi. Enfin, c'est tellement fou ce qu'il a réussi à faire, ça remet en avant Neytiri comme pas possible, mais surtout, enfin, qui fait des scènes comme ça, quoi? Dans quel film vous avez vu une scène comme ça, dans une usine, avec autant de personnages, avec autant de détails, avec autant de mobilité entre les airs et tout? Enfin, c'est d'une ingéniosité qui est rare, pour le coup, de gérer un endroit si dense, c'est compliqué, elle s'infiltre, elle vole, c'est génial, quoi. Tu t'ennuies jamais, c'est jamais répétitif par rapport à l'action de manière générale ici. Même pour le scientifique qui change de camp, c'est tellement bien établi, depuis le précédent film, évidemment, il y a cette échelle qui est différente, parce que rappelez-vous, le bulldozer, vous l'avez vu dans le deuxième film, quand il détruit la forêt, et là, voir le bulldozer chez les humains, ça crée un truc, parce qu'il a écrasé Pandora, maintenant il écrase les humains, il y a des armes des humains qui sont utilisées contre les humains, et ça, symboliquement, c'est assez fort. Il y a un travail sur la différence entre les deux, parce que rappelez-vous, le frère jumeau de Jake était scientifique à la base, donc moi, je le vois aussi comme une sorte de frère de Jake qu'il a sauvé ici. Il va sûrement y passer le scientifique ou un truc comme ça, quoi. Donc Spider qui sauve Jake, il y a plein de gens qui vont critiquer parce que c'est trop simple, mais c'est le build-up parfait de la scène, quoi. Parce qu'on sait où il se trouve, on sait que Spider a suivi Jake, on sait que Spider n'est pas tuable, sauf que l'armée décide de le tuer. L'armée s'en fout de ce que veut l'entreprise aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, il y a un côté rebelle de l'armée aussi. Donc pour moi, c'est logique que le scientifique aide Jake, c'est vraiment bien fait, la scène est géniale. Spider qui arrive au bon moment, pour moi, c'est logique aussi. Ça crée un stress de peut-être, oui, Jake ou Spider vont se faire toucher. Et quand tout ça est fini, tu dis, ok, les deux sont en sécurité. Mais en fait, non, parce que le vrai build-up, le vrai moment fort de la scène, c'est Jake qui va menacer Spider. Et moi, honnêtement, j'y croyais un petit peu. En fait, je savais pas ce qui allait se passer parce que je pensais vraiment que Jake allait ou essayer de le tuer, ou que Neytiri allait changer d'avis et allait tout simplement arrêter Jake. Mais du coup, qu'est-ce qui serait passé? Jake aurait essayé de tuer, mais Neytiri l'empêche. Donc Jake, il aurait été méchant et Spider aurait compris et il aurait été complètement rejeté par cette famille. Mais là, il se passe un truc hyper intéressant, c'est-à-dire que Jake dit à Aiwa de décider pour lui. Donc Jake ne tue pas grâce à Aiwa et grâce à lui Spider. Spider comprend la situation, mais honnêtement, moi j'y croyais, quoi. Je savais pas comment ça allait se passer. Moi je pensais que c'était possible qu'il le tue, parce qu'on aurait compris. En fait, si Spider est tué, moralement, oui, c'est dur, c'est pas normal, mais d'un côté, tu comprends aussi, quoi, parce que peut-être il fallait tuer Spider pour sauver les navis. C'est une vraie question qu'il fallait se poser. Ça aurait pas été facile, hein, moralement, en tant que spectateur, que personnage, et tout, et tu l'aurais détesté, hein, c'est sûr, mais il y a une vraie tension. Je trouve que c'est l'une des meilleures scènes du film, et tu sais pas comment ça va finir. Et je trouve ça vraiment bien, et je trouve que scénaristiquement, il a fait la chose la plus intelligente, c'est-à-dire que c'est Jake et Aiwa qui font ce choix, plutôt que Neytiri, plutôt que Jake tout seul, et Spider, il accepte aussi, il comprend. Donc je trouve que c'est vraiment bien géré, et c'est super. Maintenant, pour parler un peu des grosses choses négatives, c'est la répétition, évidemment, des différentes séquences. Spider se refait kidnapper. Moi, j'aime bien le symbole qui s'en sort grâce au dog tag de Quaritch. Vous savez, quand il était encore humain, ils ont récupéré ces dog tags dans le deuxième film. Donc, c'est le symbole d'utiliser l'identité humaine du vrai père de Spider, donc Quaritch humain, pour s'échapper de la prison des humains. Quaritch qui essaie de rétablir un lien avec lui, pour moi c'est compréhensible parce qu'en fait il veut être à la fois avec son fils, symbolique, et en même temps avec la personne qui a sauvé sa vie. On en apprend un peu plus évidemment sur la mère de Spider qui est décédée lors de l'attaque du premier Avatar. Pendant un moment je me suis dit mais est-ce que c'est Michelle Rodriguez? Et après j'ai réfléchi, mais je me suis dit c'est juste pas possible. De toute façon on connaît le nom du personnage, donc c'est pas Michelle Rodriguez, mais on sait que c'était donc une femme soldat qui est décédée lors du premier Avatar. Donc là il connaît l'identité de ses deux parents. Il connaît sa mère, il connaît son père, c'est deux soldats, mais il est face à qui? Il est face à une sorte de père, pas père de lui, mais qui a les souvenirs de son père. Encore une fois, c'est un peu la complexité du truc. Et Quaritch qui torture le peuple des eaux, c'est encore une fois assez répétitif. On reconnaît le fait que c'est le même film que le deuxième. Et il y a une scène que je trouve quand même assez géniale, c'est quand il trouve enfin le village où se trouve Jake, et Jake décide de se sacrifier pour sa famille et les Meikaina. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est important, je trouve que c'est la chose à faire, et ça montre que Jake est prêt à tout donner pour son peuple, le sacrifice ultime. Ils allaient un peu l'exécuter comme Jésus, quoi. C'était ça un peu l'idée. Bon, ils allaient pas le pendre ou quoi, ou le crucifier, mais l'idée c'est d'en faire un show, et lui décide de sacrifier. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que les Na'vi étaient tous prêts, dans ce village-là, Meikaina, à mourir pour Jake. Donc ils allaient tous aller en mode baston, alors qu'ils allaient perdre, hein. Clairement, les Na'vi dans cette situation, ils avaient aucune chance de gagner, mais ils étaient prêts à le faire pour Jake. Et j'aime beaucoup cette solidarité que Quaritch voit et comprend, qui n'existe plus chez la RDA. C'est ça qui motive aussi Quaritch de ne plus vraiment être autant avec la RDA
j'imagine, dans les prochains films. Donc visuellement, il y a un truc qui est très fort avec la lumière, le côté mécanique, les navires gris. Du coup, ils sont gris comme la ferraille, comme le métal. C'est pas pour rien, je trouve que c'est assez fort. Ils se camouflent presque dans ça. Donc pour moi, c'est assez génial comme séquence. Mais après, il y a des choses que je trouve évidemment un petit peu moins bien. La scène de pêche de Tulkun qui est refaite encore une fois, le climax, encore un truc sur l'eau. Tu dis, bon, ok, ça fait vraiment répétitif, c'est un peu dommage. Torok Makto, tu dis, ok, c'est un peu bizarre. Enfin, il n'y a pas l'émotion du retour. Parce que vu qu'il a abandonné dans le 2 Torok Makto, là, c'est déjà de retour. Tu dis, ok, mais moi, j'ai pas vécu le fait qu'il ait plus Torok Makto parce qu'en fait, il a été violent tout le long, quoi. C'est pas comme si d'un coup, Jack était plus violent en mode pacifiste. Il était violent tout le long. Rien n'a changé. Donc pour moi, qu'il a abandonné Torok Makto ou pas, ça change rien vu qu'il le retrouve ici. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu du manque d'ingéniosité de Cameron par rapport à ça, parce qu'il voulait juste se faire kiffer, retrouver l'Ikran ultime et avoir une scène gigantesque par rapport à ça. En plus, voilà, je sais pas s'il meurt à la fin, je sais plus exactement, ou il est super blessé, mais voilà, il y a un truc par rapport à ça, où il va retuer le symbole du guerrier, et il faut être un guerrier, parce que c'est ça la morale à la fin. La morale, c'est qu'il faut être un guerrier, il faut se battre. Donc je trouve que c'est pas assez émouvant, et c'est pas assez mérité comme moment. C'est pas comme si d'un coup, après des années et des années, il est de retour. Non, en fait, il a toujours été violent et je capte pas trop ce moment-là et c'est un peu décevant. Donc il s'accepte en tant que Na'vi et humain, ça on l'a bien compris, mais c'est un peu répétitif. La réunion de toutes les tribus, c'est vrai que c'était hallucinant. Il dit à haute voix, le narrateur, on a de nouveau réuni les clans. Ouais, ok. Franchement, mec, c'est bon, on a compris. T'avais même pas besoin de dire ça. Enfin, il y avait un truc où ils ont refait la même scène que dans le premier Avatar. Littéralement, tu te dis, mais en fait, c'est un peu dommage parce qu'il y avait peut-être un moyen plus intelligent de faire ça. Mais même Cameron, il est conscient qu'il se répète ça qui est frustrant. Bah alors, fais autre chose, tu vois. Ça, c'est ma petite déception par rapport au film. C'est ce genre de répétition à chaque fois. Eywa qui aide de nouveau, comme dans le premier film. Tu dis, mais mec, Cameron, trouve autre chose, quoi. Pourtant, j'adore la scène en mode Odyssée de l'espace, vous savez, le truc psychédélique dans la forêt, une sorte de femme slash bébé géant, t'as l'impression, il y a une connexion métaphysique, ça, j'aime beaucoup. Le fait d'avoir personnifié Eywa comme la mère de ce monde, je trouve que c'est une très bonne idée. Le moment entre Kiri et Spider, voilà, c'était leur première connexion dans ce monde ensemble, je trouve que c'est très très bien. Maintenant, c'est répétitif, disons les choses. En fait, en termes d'exécution, je trouve qu'il est fort, Cameron, parce qu'en termes de mise en scène, de spectacle, de narration de personnages, ok, mais il se répète quand même beaucoup et c'est un peu dommage, quoi. Les Tulkun qui attaquent comme Payakan, parce qu'ils ont appris, c'est à la fois satisfaisant et cool, parce que voilà, Payakan leur a montré comment attaquer ses navires, et c'est bien, mais en même temps, bah du coup, Payakan, il est complètement mis sur le côté. Dans Avatar 2, ce qui était vraiment bien, et du coup, Payakan, c'était un peu notre Tulkun qu'on connaissait, qui était un peu unique, entre guillemets, et qui attaquait. Là, t'as plein de Tulkun différents qui attaquent, dont Payakan, et Payakan est complètement mis de côté, et en même temps, t'as ce nouveau Tulkun blessé, qui fait plus de choses que Payakan parce qu'il se venge. Alors moi j'adore voir le pêcheur se faire complètement tuer, génial, mais c'est hyper répétitif, quoi. Tu te dis, bah c'est dommage. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Cameron en mode, on va faire un climax sur l'eau dans le deuxième, et on va refaire le même en plus grand dans le troisième. Et il faut parler de ce climax, moi j'adore le climax. En termes de spectacle, c'est hyper généreux, c'est du jamais vu. Entre le nombre de personnages, de couleurs, de reflets, l'éclipse qui crée une sorte de compte à rebours, le nombre de créatures, rien à dire, c'est le haut du panier. On n'a jamais vu un climax comme ça dans un blockbuster, en termes d'effets spéciaux et tout évidemment. Il y a un combat sous l'eau, dans les airs, sur l'eau, sur Terre, dans des grottes, des trucs et tout, t'es jamais perdu car il y a toujours ces repères géographiques, dont majoritairement le vortex, mais pas que. Il y a une super idée justement de ce vortex qui aspire le métal, mais pas les êtres vivants. Encore une fois, c'est le symbole du film. L'idée des rochers dans le ciel, c'est génial. Les algues sous l'eau, en fait, c'est très très fort. Disons les choses, c'est très très fort en termes de gestion de mise en scène. Il est exceptionnel. Tu suis des personnages que tu connais, que t'aimes, il y a des enjeux forts, t'as des gosses qui se font tuer et tout. Je pense que c'est bien au point où il en fait même pas des caisses, mais en même temps c'est satisfaisant. Il y a quelques morts, alors aucune mort méga importante, mais il y a un truc. Et en même temps, bah, ça sert à la thématique de la renaissance, de la quête d'identité, le fait de baigner dans la violence dès la naissance. En fait, ça sera la première génération de Na'vi à naître avec les Sully, donc l'enfant de Ronald, depuis l'invasion des humains. Donc en fait, c'est une génération qui vit sous colonisation. Et ça, c'est particulier, c'est nouveau, et c'est assez touchant la mort de Ronald, je trouve, qui donne la vie avant de mourir. C'est un moment entre deux matriarches, d'ailleurs, qui a beaucoup été teasé, et c'est quand même le combat de beaucoup de femmes. Donc vous savez, dans le deuxième film, Ronald et Neytiri s'entendaient pas très très bien. Et là, c'est Varang, qui est une sorte de miroir de Neytiri, et là, c'est quand même la paix entre Neytiri et Ronald, pour aller vers le bon chemin, quoi. Et le fait qu'il y a une sorte de naissance qui sera, j'imagine, une version adulte dans le prochain film, je trouve que c'est vraiment pas mal et intéressant et réussi. La narration dans l'action,
génialissime. Au début, tout se passe bien. Enfin, ils ont réuni les peuples, les Tulkun, ils sont extrêmement puissants, ils vont massacrer tout le monde. Et c'est là que juste quelques navis, avec quelques armes, genre des RPG, arrivent, le peuple descend, et ça change toute la donne. Et ça redevient dangereux, les navis commencent à se faire massacrer, et en termes de rythme, de narration, je trouve que c'est intéressant la manière dont juste l'arrivée de quelques navis comme ça, bah ça change tout. Tout simplement. Et ça montre à quel point les navis sont dangereux, à quel point ils sont problématiques, surtout quand ils sont prêts à mourir pour une cause comme ça. Le côté sectaire est très très fort, et t'as une satisfaction avant le retournement de situation où tu dis ok c'est trop bien, ils défoncent tout le monde, et en même temps quand ils arrivent tu dis ok là ça rigole plus, tout va changer, comment ils vont s'en sortir. Malheureusement, il s'en sort avec le retour d'Eywa, des choses comme ça, donc je trouve que c'est un peu répétitif. Mais bon, c'est les thématiques de l'œuvre. C'est juste que Cameron, il reprend ce qu'il a aimé dans le premier film, il reprend ce qu'il a aimé dans le deuxième film, et il refait la même chose en mieux. Objectivement, c'est mieux, mais c'est la même chose quand même, quoi. Donc c'est vraiment frustrant, mais en termes de spectacle, bah t'en prends plein la gueule, quoi. Mais là où c'est vraiment bien, c'est quand même la confrontation entre Jake et Quaritch, parce qu'ils se battent, mais pas trop à la fois. Spider est mis de côté, c'est l'enjeu final du film, ça crée du stress. Il y a un côté roi lion évidemment avec la chute de Quaritch qui est blessé, qui tient Spider, et Jake qui doit aider les deux, et c'est le symbole encore une fois de l'œuvre. J'adore que le combat soit court en réalité, qu'il mette une claque visuelle, évidemment, que tout le monde stresse par rapport à ça, parce que tu sais pas qui va s'en sortir, est-ce que c'est Spider, est-ce que c'est Jake, est-ce que c'est Quaritch qui va mourir, on sait pas trop. Fatalement, le combat est moins intense aussi parce que Jake y croit moins. Tu vois qu'il veut aider Quaritch aussi, et Quaritch veut être aidé. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu sens qu'il y a le truc en lui où il se dit peut-être je devrais arrêter d'être avec la RDA, peut-être je devrais juste aller faire ma vie avec Varang que je kiffe, ils ont leur truc ensemble et tout, il y a une relation d'amour, de folie, de sexe et tout, donc c'est pas une rédemption pour le coup, mais t'as l'impression qu'il veut vivre un autre monde. Mais en même temps, ce qui est fort, c'est qu'il a vécu les mêmes choses que Jake, donc Jake il comprend ce que Quaritch est en train de vivre, et ça c'est intéressant, et en plus bah, le mec il est maquillé, il a une meuf, il a une monture, il connaît Pandora, c'est plus un Navi qu'un humain. En fait, il est né Navi de toute façon, entre guillemets. Donc il mérite peut-être sa place dans ce monde, comme Varang mérite d'être sur Pandora, en réalité. Et il est trahi par la RDA, comme était trahi Jake, donc il se reconnaît aussi beaucoup en Jake, fatalement. Et toi, t'as envie qu'il change de camp, pas forcément qu'il s'oppose à la RDA, mais qu'il aille vivre sa vie tranquillement, parce qu'il n'est pas aussi méchant que l'était le premier Quaritch. Ah, sauf que Neytiri est trop énervé, évidemment. Et il sait très bien, parce qu'il a peur de Neytiri. Rappelez-vous, dans le deuxième film, il a peur de Neytiri. Dans le troisième, il a peur de Neytiri. Donc il sait très bien que Quaritch, qu'il a plus de chance en tombant dans le vortex et de survivre, plutôt que de se faire abattre par Neytiri qui n'attendait que ça, en réalité. Donc, j'ai trouvé ça assez génial. Il y a plus de chances, évidemment, que Quaritch revienne, parce qu'on voit pas assez Varang. On voit pas la mort de Quaritch. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mort. On est d'accord sur ça. Donc ils vont clairement revenir, c'est une évidence. Il y aura le retour de ce personnage-là. Maintenant, encore une fois, lui en étant abandonné par la RDA, lui qui devient un Navi, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Parce que je pense pas qu'ils vont donner une rédemption à ce personnage-là en mode maintenant c'est un gentil et tout, mais il pourrait en réalité. Je pense qu'il pourrait. Vu comment ils l'ont fait avec ce film-là, je pense qu'il pourrait. Et j'adore ce personnage-là justement parce que il est contradictoire, il est complexe, il a vraiment du mal par rapport à ça. Je veux dire, bah, qui est-il réellement? Il sait même pas. Donc là, ça c'est le maximum de lui. Il est devenu ce qui combat. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve que c'est vraiment fort. La fin est vraiment bien parce qu'elle dure 5 minutes. Genre, ça va l'épilogue, il dure 5 minutes. Ah bah voilà, c'est touchant, on est la famille ensemble, on a appris, on a évolué. Maintenant, on sera vraiment soudés normalement. Il y a l'importance du monde des esprits où on peut reconnecter avec les gens du passé. Eywa est solide, forte. Et je sais pas dans quelle direction va aller le 4e film. Alors, les théories, c'est que ça va aller vers la Terre plutôt que Pandora. Mais comment, pourquoi, je n'en sais rien. On en reparlera, j'imagine. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai fait un peu le tour de ce que j'ai noté, de ce que j'avais à dire par rapport à ce projet-là. J'en ferai une vidéo par rapport à vos commentaires parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Et justement, j'ai envie de voir vos commentaires sur YouTube, voir ce que vous en pensez. Et je réagirai avec une autre vidéo après avoir revu le film au moins une deuxième fois. Donc je compte sur vous pour me donner votre avis. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, si vous êtes d'accord ou pas. Et dites-moi dans quelle direction, d'après vous, va aller Avatar 4 et 5. Parce que franchement, il y aura combien d'années d'écart? 5, 6, 7, imaginez le tournage commence en 26. C'est presque 10 ans après le tournage du 2 et 3. Et ils vont tourner le 4 et 5 en même temps, qui doivent sortir en 2029 et 2031. Donc rendez-vous compte, il y a beaucoup de choses à dire. Je referai une vidéo ce week-end, je pense, sur Avatar, et peut-être même une 3e sur un sujet, pas que sur le 3e film. Donc on en parlera évidemment, mais j'ai envie d'avoir votre avis. Mettez-moi ça dans les commentaires, qu'avez-vous pensé du film? Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez
sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur toutes les plateformes, Spotify, Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.